Bonjour à tous, vous êtes dans le 13h de RTI 1, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Top départ à Abidjan de la 14e édition d'Obangame Express. Pendant 2 semaines, une trentaine de pays unissent leurs forces contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics maritimes. L'objectif étant de renforcer la coopération navale régionale. L'exercice est appuyé par les États-Unis via l'Africom. À quelques semaines de la Tabaski, la Côte d'Ivoire et le Ghana renforcent leur coopération à Noé, une convention signée pour faciliter la circulation du bétail entre les deux pays. Les acteurs veulent sécuriser les flux et éviter les tensions, une initiative saluée par les éleveurs des deux côtés. Et puis, le 11 mai marque l'anniversaire de la disparition du roi du reggae, Bob Marley. 44 ans après sa mort, reste une icône mondiale de la musique et de la culture Rastafari. Sa voix continue de résonner dans les cœurs. Retour donc sur le parcours d'un mythe planétaire. Le 11 mai résonne donc chaque année comme une date culte pour les passionnés de reggae à travers le monde. C'est le jour anniversaire de la disparition de Bob Marley, figure emblématique de la musique jamaïcaine et du mouvement Rastafari. Décédé en 1981 à l'âge de 36 ans, Robert Nesta Marley continue d'inspirer des générations entières. Il a vendu plus de 200 millions de disques et reste l'ambassadeur éternel du reggae sur la scène mondiale. Sa musique, engagée et universelle, traverse les frontières et les époques. Un hommage vibrant lui est rendu aujourd'hui un peu partout dans le monde. Dans un contexte de menaces maritimes persistantes, les États du Golfe de Guinée unissent leurs forces. Abidjan accueille la 14e édition de l'exercice multinational Obangame Express, lancé le 5 mai dernier. La Côte d'Ivoire y joue un rôle central en renforçant ses capacités navales avec l'appui de ses partenaires. L'objectif, vous le savez, c'est sécuriser un espace stratégique aux enjeux économiques majeurs. Cette cérémonie marque le lancement officiel des exercices maritimes régionaux dénommés Obangame Express. Il s'effectue dans le golfe de Guinée. La marine nationale, qui monte en puissance, compte démontrer son opérationnalité et son efficacité militaire. 10 jours durant, des manœuvres militaires maritimes multirégionales seront essentiellement axés sur des scénarios de lutte contre la pêche illicite, le trafic d'êtres humains et de drogue. Les États-Unis d'Amérique, à travers l'Africom, apportent son appui. Le golfe de Guinée est une artère vitale pour le commerce mondial et assurer sa sécurité n'est pas seulement une priorité régionale, mais mondiale. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un domaine maritime sûr, sécurisé et propice au développement économique. Le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer accorde beaucoup d'intérêt à cet exercice. Cette coordination est indispensable à la mise en œuvre efficace de l'action de l'État en mer et à l'affinement de nos stratégies de mutualisation des moyens de lutte contre la criminalité maritime, conformément aux orientations de notre stratégie nationale de l'AEM. Je vous exhorte à vous investir pleinement dans cet exercice. La sécurité maritime ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour par la synergie des volontés. La mutualisation des moyens, c'est cette vision partagée qui fait de l'exercice Obangame Express un outil précieux pour l'Afrique de l'Ouest et un modèle de collaboration internationale en matière de sécurisation maritime. La 14e édition de l'exercice Obangame Express est une réelle opportunité de renforcement de la coopération régionale et de partage des meilleures techniques militaires maritimes dans l'engagement face aux défis transnationaux de sécurité. C'était un reportage de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré.
L'espace n'est plus un luxe réservé aux grandes puissances. Il est désormais une nécessité stratégique pour répondre aux urgences du développement durable. À l'heure où Abidjan accueille le MAS 2025, le marché africain des solutions spatiales, il devient urgent d'interroger le sens, les enjeux et les leviers de cette dynamique. Mais quel choix pour quel avenir? Et surtout, à quelle vitesse pouvons-nous y arriver? Dr Tidiane Ouattara est l'un des visages les plus emblématiques de la diplomatie scientifique africaine, président de l'Agence spatiale africaine, et à ce titre, il porte une vision ambitieuse du destin spatial de l'Afrique. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi les missions de l'Agence spatiale africaine que vous dirigez? Merci beaucoup. Les missions de l'Agence spatiale africaine sont simples. C'est l'organe spécialisé de l'Union africaine pour les affaires spatiales, de coordonner les activités spatiales des États membres. D'accord. On va en parler longuement tout à l'heure. Ce sera pendant un quart d'heure et on se retrouve dans une demi-heure. Je vous en prie. À tout à l'heure, docteur. Merci. Après l'espace, donc, cap sur la diplomatie. Une importante délégation italienne séjourne à Abidjan dans le cadre du plan Mattei qui compose la Côte d'Ivoire, qui positionne la Côte d'Ivoire parmi les pays pilotes. Sécurité, formation, développement rural. Les priorités sont clairement établies pour un partenariat gagnant-gagnant. Une relation que les deux pays veulent durable et dynamique. Souleymane Donisongo. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Mattei, un projet ambitieux de renforcement des relations entre l'Italie et le continent africain. Cette rencontre d'échange avec l'importante délégation italienne conduite par le directeur général de la coopération en Italie au ministère des Affaires étrangères a le but de redynamiser la coopération prônée par les valeurs du plan Mattei. Un plan qui vise à établir un nouveau type de partenariat avec les pays africains, notamment avec la Côte d'Ivoire, fondé sur une approche progressive où les objectifs sont définis conjointement avec les partenaires. La coopération ivoiro-italienne se porte au beau fixe. Au cours de nos travaux, nous avons mis l'accent sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, la santé et la digitalisation. On a discuté vraiment les projets opérationnels. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose dans le futur, mais l'Italie a déjà mobilisé des ressources financières importantes. Et aujourd'hui, la discussion, c'était sur comment réaliser les projets dans les trois secteurs qui viennent l'ambassadeur de nommer. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 entreprises italiennes qui participent à la floraison de l'économie ivoirienne. Sommaire, à quelques semaines de la Tabaski, les éleveurs veulent garantir un marché fluide. Ivoiriens et Ghanéens scellent alors un accord à Noé pour sécuriser le transport du bétail transfrontalier. Un accord qui vise à contenir la flambée des prix et prévenir les tensions. Car sans bétail, pas de Tabaski paisible pour les fidèles musulmans. Jean-Luc Bangbo a suivi la rencontre pour nous. À Noé, à la frontière ivoiro-ghanéenne, les discussions étaient stratégiques ce vendredi 9 mai. Membres de l'organisation interprofessionnelle des gros ruminants de Côte d'Ivoire et représentants des éleveurs du Ghana ont tenu une réunion de concertation autour des enjeux liés à la filière bétail. Une convention a été signée. Objectif, renforcer la coopération transfrontalière en matière d'approvisionnement et de régulation des flux de bétail à l'approche de la Tabaski. Nous sommes prêts à faciliter le passage, donc concilier sécurité et fluidité. Mais la sécurité est le plus important pour nous. Nous sommes prêts à les accompagner dans tout ce qu'ils voudraient faire, pourvu qu'ils puissent respecter la réglementation en vigueur. Les professionnels ivoiriens se veulent rassurants. C'est vrai qu'à la veille de chaque année de Tabaski, les gens sont inquiets. Et les statistiques de collecte qu'on a reçues, cette année, les loraux moutons comme l'an passé. C'est vrai que côté Ghana, là, les moutons ne viennent pas beaucoup chez CDB. Mais côté Mali, Burkina, Niger, en tout cas, on a reçu des informations dans ces derniers temps-là. Les quantités qui sont prévues pour la Côte d'Ivoire, il y aurait des moutons. Le Ghana reste un partenaire de choix. Ces éleveurs veulent aller plus loin dans la collaboration et miser sur une meilleure organisation de la filière à l'échelle sous-régionale. Tout ira bien au côté ghanéen. Moi, je le donne 100% notre assurance que tout ira bien. Cette initiative de coopération
entre la Côte d'Ivoire et le Ghana ouvre de nouvelles perspectives pour une filière bétail plus fluide, plus sécurisée et résolument tournée vers l'avenir. Si cela est réglé, on en vient à un autre danger qui lui vient du béton. À Bingerville, les vendeurs de matériaux eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme sur les produits non conformes. Le SINAFESI prend donc ses responsabilités. Des produits douteux, souvent bon marché, inondent nos villes avec pour conséquence des constructions fragiles qui exposent des vies. Les précisions de Dangui avec Abou Soro. Avec la fréquence des immeubles qui s'effondrent en Côte d'Ivoire, les experts questionnent bien souvent la qualité des matériaux utilisés, notamment le fer à béton. Les acteurs de ce domaine, regroupés au sein du syndicat national des vendeurs de fer à béton et autres matériels de construction de Côte d'Ivoire, en abrégé SINAFESI, ont sensibilisé leurs membres et s'engagent à faire la police contre ce phénomène. Nous avons déjà les matériels de contrôle que l'État a mis à la disposition de tout le monde pour pouvoir faire nos contrôles entre nous les revendeurs. Puisque nous sommes mis d'accord pour dire qu'on ne veut plus vendre de mauvaise qualité sur le marché. Un fait sorti de l'usine, moi et mon staff, on sort, on a les matériels dans nos mains. Et on arrive chez un revendeur, on fait un contrôle de qualité. Pour non-respect des normes de qualité, le ministère du Commerce et de l'Industrie a suspendu l'année dernière l'activité de plusieurs unités de production dans le secteur des matériaux de construction. C'est une bonne nouvelle pour les populations d'Angamankro et Nongré. Ces localités disposent désormais chacune d'un centre de santé flambant neuf, une initiative portée par Emmanuel Aoutou Kofi, un soulagement pour les habitants qui devaient parcourir de longues distances pour se soigner. Les soins de santé primaires sont donc désormais à portée de main. Reportage Gervais Kwasi et Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Le rêve des filles et fils de Nangré et d'Angamakro de voir leurs cités respectives être dotés d'un centre de santé est devenu une réalité. Les deux villages situés dans le département de Sakassou, région de Gbeke, abritent désormais chacun un centre de santé avec résidence d'infirmiers. Plus question donc pour les habitants d'Angamakro et de Nangré de parcourir plus de 5 km en vue de se faire soigner. Un véritable ouf de soulagement. La santé, c'est la vie aussi. Parce que pour être épanoui, il faut avoir la bonne santé. C'est un vœu qui a été souhaité depuis de longue date. Et je pense que l'avènement de ce centre de santé procure une immense joie à la population de notre village. La joie des populations de Nanglais et celle des villages environnants est immense. Quel bonheur pour cette petite bourgade dissimulée au cœur du royaume Oualébo et qui se trouve être aujourd'hui au centre de toutes les attentions auxquelles nous n'avons jamais songé. C'est le ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Kofi Aoutou, qui a procédé à la remise des clés des infrastructures sanitaires. Très belle œuvre, pas un centre de santé rural qu'on voit ailleurs. Merci à toute la population qui accueille avec joie et ferveur ces réalisations. L'ouverture du centre de santé de Nangré et d'Angamakro vient ainsi matérialiser la volonté du gouvernement à rapprocher les services de santé des populations. Transformer des œuvres en espoir, c'est aussi l'objectif visé par le Zonta Club d'Abidjan qui a organisé une vente caritative pour ériger un centre dédié à l'autonomisation féminine. C'est une galerie éphémère, mais avec une ambition durable, renforcer la place de la femme dans le tissu économique. Précision, Juliette Ouya, Ami Sangari. Vous trouverez nos différents articles, donc les chapeaux, les bijoux, les pochettes et les sacs. Et du coup, je suis ravie d'être là pour à la fois présenter l'artisanat malgache, mais aussi soutenir une belle cause qui soutient les femmes. Des objets d'art, produits textiles, cosmétiques et autres accessoires féminins en vente pour soutenir à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, la construction de la Maison de la Fille et de la Femme, un projet du Zonta International Club d'Abidjan. Il s'agit dans un premier temps d'accueillir les femmes violentées qui connaissent donc qui subissent les violences conjugales, par exemple. Ça sera un premier accueil, voilà.
ça sera aussi un premier accueil pour les jeunes filles qui auront des conflits avec leur famille, mais qui passent du fait d'une grossesse précoce. On pourra les accueillir, leur parler, négocier si possible pour leur retour à la maison. Ce projet Maison de la fille et de la femme est soutenu par divers bienfaiteurs, dont la mairie du Plateau. Les femmes ont vraiment besoin d'être aidées, d'être poussées pour pouvoir elles aussi accéder à justement l'autonomisation. Elles ont besoin d'avoir des exemples, un leadership renforcé, et le Zonta œuvre vraiment dans ce sens. Créé en 1970, le Zonta International Club d'Abidjan est une association de femmes qui lutte pour le respect des droits et l'autonomisation de la femme. Le Zonta International Club d'Abidjan compte plus de 40 membres. Et toujours sur le front de l'autonomisation, direction Uafla, près de Saint-Fra, dans la région de la Maraoué. Là-bas, coopératives agricoles et associations communautaires misent sur l'entraide pour sortir les femmes de la précarité. Une dynamique portée par les femmes elles-mêmes, bien décidées à s'émanciper par l'agriculture et la solidarité. Reportage Godefroy Okambawa. L'autonomisation économique de la femme rurale, la bonne nutrition de la petite enfance et la préservation de l'environnement. Des actions à mettre à l'actif de la coopérative agricole CAREF de Saint-Fra. Dans le village de Ouafla, les femmes membres des associations de valorisation de l'entraide communautaire dénommées AVEC, engagées dans ces actions, sont honorées. Aujourd'hui, nous célébrons les femmes des groupes AVEC. Nous célébrons aussi les femmes qui contribuent à la lutte contre la déforestation en construisant des foyers améliorés. Et à travers ces foyers améliorés, nous réduisons l'impact de la déforestation sur l'écosystème. Soutenues par les autorités administratives, ces femmes ont plaidé pour plus d'investissement dans leurs activités, soulignant le rôle de la femme comme levier stratégique contre la pauvreté et pour l'équilibre familial. Les femmes qui scolarisent leurs enfants, les femmes qui s'achètent des machines pour se prendre en charge, ça fait partie de l'autonomisation. Je voudrais encourager les différents époux qui traînent encore les pieds de suivre leurs femmes. Elles ont trouvé le bonheur, il faut leur emboîter le pas. Les meilleures femmes en matière de nutrition infantile et de fabrication de foyers améliorés sont récompensées pour leur engagement en faveur du développement durable. Le village de Ouafla compte 33 AVEC, bénéficiant de l'encadrement de partenaires chocolatiers. De Saint-Fra, je vous emmène à Bouaké, la capitale régionale de Bouaké, qui marque la première étape de la tournée nationale de sensibilisation et d'écoute initiée par les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire à des élections apaisées. Nanan Amon Tanoé et sa délégation de tête couronnée ont rencontré à cet effet toutes les couches sociales de la région de Bouaké. Tiébissou accueille la 8e étape de la caravane nationale de sensibilisation et d'écoute pour des élections apaisées en 2025. Les chefs des cantons, des tribus et des villages ont répondu présents à l'appel de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Dans son exposé, Sa Majesté Tanoé Amon Paul Désiré, président de la Chambre, insiste sur l'importance de la paix et du rôle primordial des gardiens des us et coutumes pour la construction et la consolidation de la paix. Pour la présidentielle d'octobre 2025, les chefs traditionnels sont mis en mission. Dans cette œuvre de construction, la parole, la sagesse et l'expertise des rois et chefs traditionnels sont des atouts majeurs à la disposition de la paix et de la cohésion sociale. Nous, en tant que membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, avons un impérieux devoir à accomplir et un rôle important à jouer auprès de nos populations. Cette initiative est saluée et encouragée par les têtes couronnées. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles qui souvent, à cette période-là, constituent des moments de troubles et tout ça dans le pays.
Et donc la Chambre des rois et chefs traditionnels a vu juste d'initier cette tournée. On a érigé dans ce pays le dialogue comme une religion. Donc il faut qu'on se parle, quel que soit le problème. Donc nous encourageons ces gens de tourner et nous espérons que nos propositions seront transmises à qui de droit. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la Chambre de lever le voile sur la question des supposés salaires des chefs traditionnels. Il n'y a pas de période prévue dans le budget de la Côte d'Ivoire pour les chefs. Nous nous battons tous et nous nous sommes battus et nous continuons de nous battre pour que tous les chefs reçoivent une petite indemnité. Surtout qu'aujourd'hui, notre constitution dit que la chefferie traditionnelle participe à l'administration du territoire. La caravane nationale de sensibilisation et d'écoute pour des élections apaisées en 2025 de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Et justement, à l'approche de ce scrutin présidentiel de 2025, d'autres voix s'élèvent pour la paix. L'ONG Rocher de Vie lance une caravane nationale de sensibilisation, une initiative citoyenne inclusive. Elle invite à la retenue, au dialogue et à la vigilance pour éviter les violences post-électorales. Ismaël Evrardéo, Davis Oyo, Jacob Kinibois. L'ONG Rocher de Vie veut compter avec les leaders communautaires et la jeunesse pour des élections apaisées, une volonté confiée aux médias au cours de cette rencontre. Pour y arriver, l'organisation mise sur une tournée de sensibilisation sur l'étendue du territoire national. Nous ne sommes pas d'accord que les politiciens nous utilisent à chaque fois lorsqu'il y a des élections pour que nous nous entretuions. Et cette année, il est important pour nous de commencer tôt. Nous sommes à 6 mois des élections et il faut commencer maintenant pour parcourir la Côte d'Ivoire et dire non, non, non à la manipulation de la jeunesse en Côte d'Ivoire. L'action implique également la police nationale à travers le CCE, Comité consultatif d'éthique, un cadre d'échange qui vise à mettre les populations dans le plan de sécurité en vue de recueillir auprès de celles-ci ses besoins et ses aspirations sécuritaires. C'est une ONG qui a pour objectif fondamental, bien entendu, la collaboration FDS-population. Or, quand on dit FDS, on voit également la police. Donc nous allons voir comment travailler de concert, comment fédérer, comment mutualiser nos efforts en vue d'une meilleure approche collaborative police-population. La caravane pour des élections apaisées est prévue se dérouler de mai à octobre 2025. Elle va sillonner toutes les régions du pays en commençant par le sud Komoué et se terminer à Abidjan. C'est une page de l'histoire du protestantisme ivoirien qui s'écrit au plateau. L'église méthodiste Temple les Béatitudes célèbre son centenaire dans la ferveur et la reconnaissance. Un siècle de foi, un siècle de solidarité et d'engagement communautaire célébré par des fidèles venus de tout le pays. On retrouve Godfrey Okambawa qui y assistait pour nous. 1925-2025. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Temple les Béatitudes du Plateau, célèbre son centenaire. 100 ans marquant le zèle de l'évangélisation pour Christ. Ces festivités illustrent bien le slogan choisi par la communauté. Hier, aujourd'hui et demain. Hier, nos pères ont travaillé d'arrache-pied pour nous laisser cet héritage. Aujourd'hui, c'est à nous de pérenniser cette belle œuvre, afin que la génération de demain fasse mieux que nous. Ce centenaire est l'occasion de célébrer la fête de la moisson, une action qui réaffirme leur engagement pour Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être dans un centenaire avec l'église du Plateau. C'est tout un honneur. Et aujourd'hui, on découvre que dans les détritus de l'église, on retrouve un parchemin qui nous indique que notre église a été créée depuis 1925. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Nous sommes heureux de remercier le Seigneur pour toutes ces grâces qu'il nous a permis d'avoir durant ces 100 années. Considéré comme la vitrine des églises méthodistes de Côte d'Ivoire, le Temple les Béatitudes du Plateau fête son 2e cinquantenaire.
Et en République démocratique du Congo, on va prier pour ces populations-là qui ont vécu une catastrophe d'origine naturelle. Plus de 100 personnes ont péri dans des inondations survenues au village de Kassaba, au sud Kivu. Des pluies diluviennes ont provoqué crues et éboulements. Le village est dévasté. Le bilan humain reste provisoire. Les secours sont débordés et les familles cherchent désespérément leurs proches disparus. Lui, il a disparu il y a exactement 44 ans. Ce 11 mai marque l'anniversaire de la disparition donc de Bob Marley, une date hommage pour les fans du reggae et défenseur de la justice sociale. À plus de 4 décennies donc après sa mort, ces messages résonnent toujours dans les ghettos, dans les radios et dans les cœurs. Abou Sanogo, Zamblelou. Genre musical né en Jamaïque au début des années 1960, le reggae s'est forgé une réputation de musique des opprimés. Il aborde plusieurs thèmes souvent liés à des questions politiques et sociales. Le reggae est avant tout une musique d'amour. Le reggae est aussi une musique qui revendique. Le reggae est une musique de vérité. Le reggae est une musique de conscientisation, d'éveil de conscience. Le reggae, c'est une musique qui s'engage. C'est une musique qui s'engage, mais surtout qui s'engage pour les bonnes causes et non pour des individus. Avec ses rythmes captivants et ses paroles profondes, le reggae a dépassé les frontières et captivé les publics du monde entier. From the Bible to the Quran, a revelation in Jerusalem, Shalom. À Abidjan, troisième capitale mondiale du reggae, comme partout en Côte d'Ivoire, cette musique occupe une place de choix dans le cœur des populations. La musique reggae se porte bien. C'est une musique de lumière, de développement, de sagesse, de spiritualité, de bien-aisance. C'est l'une des musiques les plus écoutées au monde. D'ailleurs, en 2018, l'UNESCO classe le reggae au patrimoine immatériel de l'humanité. Ce 11 mai, la communauté Rasta, les reggae-philes et les adeptes de cette musique célèbrent Robert Nesta Marley, dit Bob Marley ou encore Berhan Selassie, le musicien le plus connu du reggae. L'icône est décédé le 11 mai 1981 à Miami d'un cancer, celui-là même qui a permis à cette musique de connaître un succès planétaire. On sait tout ce que Bob Marley a apporté à cette musique-là. Il a donné la force à cette musique-là de s'imposer un peu partout dans le monde. Donc cet hommage qu'on lui rend ce 11 mai qui matérialise le jour de sa mort, c'est quelque chose à saluer. C'est pour dire que sa mission était divine. Il a posé des actes assez forts et c'est ce qui lui permet de rester gravé dans la mémoire de tout le monde. On ne fête pas la mort, hein. C'est un mémorial, c'est aussi une reconnaissance d'un grand homme comme Bob Marley qui a mis le reggae à un certain niveau. Et donc ça permet aux hommes de marquer une pause, de prendre conscience de leur existence avec cette musique qui te permet de te bâtir, de te réaliser, d'être un homme de lumière de demain. Ce 11 mai, le reggae est au rendez-vous sur toutes les plateformes, les chaînes et dans les grands espaces. Et en ce 11 mai, alors qu'on célèbre, on rend hommage au roi du reggae, pensée spéciale à 2 personnes chères de notre équipe. Bon anniversaire à Traoré Tino Yakuba Agogo, notre exploitant audio passionné, et à Sophie Brou, ma réalisatrice talentueuse et inspirante. Que cette journée vous comble de joie et d'ondes positives à l'image de la musique de Marley. Vous êtes des piliers discrets mais précieux de notre aventure télévisuelle. L'Afrique pourrait bientôt inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire des grandes nations spatiales. Elle s'y projette, en tout cas, avec ambition et intelligence. Notre invité du jour est l'un des artisans de cette dynamique. C'est Dr Tidiane Ouattara, spécialiste des politiques spatiales africaines, qui nous a rejoint donc en plateau. Mais avant de l'accueillir, on va découvrir ensemble ce qui s'est joué à travers le MAS 2025 dans ce reportage signé Juliette Ouéa et Ami Sangari. L'espace n'est plus l'apanage des grandes puissances. L'Afrique y porte son intérêt désormais.
À travers le marché africain des solutions spatiales, le continent veut renforcer sa position comme un acteur clé du secteur spatial. Cette première édition du marché africain des solutions spatiales a pour objectif de présenter des innovations spatiales adaptées aux besoins africains, faciliter la création d'opportunités d'affaires et favoriser l'émergence de talents dans le domaine spatial. Pendant 3 jours, les institutions gouvernementales, entreprises, chercheurs et professionnels du secteur se sont réunis autour des avancées technologiques spatiales dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'urbanisme, la gestion des crises et les télécommunications. Alors, docteur Ouattara, bienvenue encore. Quelle vision stratégique a guidé la création du MAS? Merci, M. Diaby, mais permettez-moi d'emblée de remercier le président de la République de Côte d'Ivoire qui a bien voulu prêter une oreille très attentive à notre requête initiale pour organiser le MAS. Et c'est l'opportunité pour nous de remercier le patron du MAS, le ministre d'État, ministre de la Défense, ainsi que le coordonnateur technique, coparrain avec le ministre de l'Économie et de la Transition numérique. Il s'agit bien sûr du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique qui a coordonné de façon opérationnelle le MAS avec ses collaborateurs. Nous leur disons merci, un grand merci. Et un merci au ministre du Commerce et au ministre du Transport qui était aussi très présent. Merci à tout le gouvernement. Tout à fait. Et donc, pour répondre à votre question, le MAS n'est que la réponse à un des objectifs de la politique et de la stratégie spatiale africaine. Le secteur privé est un moteur incommensurable du développement spatial. Pourtant, en Afrique, ce secteur privé est quasi inexistant. Donc le MAS est une activité pour trouver une réponse, pour suggérer aux Africains comment on peut créer des emplois, comment on peut créer de la richesse en utilisant l'espace. Et nous y reviendrons peut-être avec certaines questions. Et le choix d'Abidjan comme point d'ancrage, comment ça s'est fait? Mais justement, le choix d'Abidjan n'a pas été fait de façon hasardeuse. Depuis 2021, chaque année, l'Union africaine, via votre modeste serviteur ici, a toujours sollicité la Côte d'Ivoire qui a organisé chaque année un grand événement spatial. Avec succès. 2, il y a une certaine stabilité socio-politique en Côte d'Ivoire, il faut le dire. 2, 3, nous avons une embellie économique. Les signaux macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sont au vert. Et 4e élément qui a plaidé en faveur de la Côte d'Ivoire, c'est la priorité pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République de la Côte d'Ivoire l'a signifié lors de son discours à la nation le 31 décembre. Le numérique et les jeunes sont au centre de la préoccupation du gouvernement. Donc nous, Union africaine, nous allons vers les États membres qui inscrivent le spatial, le numérique dans leurs priorités. Donc il y a un alignement parfait et c'est ce qui a expliqué le choix de la Côte d'Ivoire. Et quel est le rôle du secteur privé dans cet écosystème spatial africain? Monsieur Diaby, dans le domaine des sciences, technologies et innovations, il y a 2 entités qui vraiment apportent l'innovation. Il s'agit du secteur académique et du secteur privé. Le secteur académique forme les talents que le secteur privé emploie et utilise. Mais le secteur académique fait de la recherche et du développement que le secteur privé met sur le marché en termes de services et en termes de produits. Alors, dans le domaine spatial, c'est le secteur privé qui pilote. Vous verrez, dans tous les grands pays, aujourd'hui, c'est le secteur privé, puisque l'espace coûte très cher. L'État ne peut que mobiliser les ressources, que créer de la politique, que créer des programmes, encadrer avec des textes réglementaires, et le secteur privé vient pour ajouter de la valeur. C'est pour cela que vous allez voir dans le domaine spatial que le secteur privé est le moteur du développement spatial. Et je peux vous dire que l'Afrique n'est pas différente des autres continents. D'accord. On va être un peu plus concret, docteur Ouattara. Quelle solution présenter au MAS ou pas, quelles solutions pour répondre aux urgences africaines comme la sécurité alimentaire ou les inondations, par exemple? Voilà. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, l'espace aujourd'hui permet la planification agricole. C'est-à-dire que le fermier n'investit plus n'importe comment. Comment? C'est cette corrélation-là qu'on a envie de comprendre. Quand on parle des drones,
Les drones sont issus des technologies spatiales. Les drones vont dire aux fermiers, par exemple, à tel endroit, vous devez épandre de l'engrais, à tel endroit, vous ne devez pas le faire. Et quelle quantité? La même chose pour l'eau. Voyez-vous que ce fermier va utiliser peu d'argent, contrairement à la méthode traditionnelle où on épand l'engrais partout. Ça, c'est un. 2, la productivité agricole. Grâce aux satellites et aux drones, on peut identifier les terres arables dépendamment du type de culture. Ce qui vous permet d'aller cultiver là où votre culture, disons le maïs, disons la carotte, pourrait proliférer. Mais l'inondation, c'est encore ça, ce qui est intéressant. Au marché africain des solutions spatiales, des start-up ivoiriens nous ont démontré comment, à partir des lampes, les poteaux électriques que vous voyez, comment on peut mesurer la hauteur d'eau pour prévenir les risques d'inondation. Et l'inondation, c'est quelque chose déjà de prouvé dans le domaine du spatial. L'espace est souvent perçu comme un luxe, une priorité de luxe. Mais est-ce que nos décideurs ont enfin compris? Est-ce qu'ils ont compris que ce n'est pas un luxe, justement, et que c'est ou alors, est-ce que c'est vous qui devez les en convaincre? D'abord, je vous ai parlé de la politique et de la stratégie spatiale africaine. Ces deux instruments ont été adoptés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Qui sont donc en train de comprendre. Ils comprennent. Maintenant, ils ont mis l'Agence spatiale africaine en place pour opérationnaliser cette politique et cette stratégie. Et vous voyez, je vous ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire où le numérique et les jeunes sont au centre de la préoccupation du gouvernement. Ça veut dire qu'il y a des États qui sont très en avance en termes de planification stratégique et nous les accompagnons. Le MAS, le marché africain des solutions spatiales en Côte d'Ivoire, n'est pas un fait du hasard. Et le succès était énorme. On a eu plus de 12 000 visiteurs sur 3 jours. C'est incroyable, 65 exposants venant de partout. Pour une première édition. Pour une première édition. Je ne vous le fais pas dire, c'est incroyable. Alors, on peut donc considérer que ce n'est pas une priorité de luxe, mais plutôt une priorité de survie. Ah, tout à fait, c'est une priorité de survie et je dirais, c'est une nécessité. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans le spatial. Vous et moi, beaucoup de personnes nous voient aujourd'hui grâce au spatial. Voyez-vous? Avec les satellites et tout ça. Avec les satellites. Et aujourd'hui, partout dans le monde, c'est grâce aux satellites que vous avez la téléphonie mobile dans tous les hameaux du monde. Parce que le câble terrestre, bien que moins coûteux, ne peut pas aller partout. Et l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est ça. Donc, grâce aux satellites, Starlink par exemple, nous sommes en train d'améliorer la connectivité en Afrique. L'Afrique a décidé d'investir désormais des centaines de millions de dollars dans le spatial. Mais comment s'assurer, docteur Ouattara, que ces investissements-là se traduisent en retombées concrètes, véritablement, pour les populations? Monsieur Diaby, ça c'est une très bonne question. Vous voyez, tout investisseur, avant d'investir, va regarder d'abord, va avoir une stratégie d'attaque. On n'investit pas dans le hasard. Il faut investir dans le spatial, dans des initiatives qui sont liées aux priorités gouvernementales. Parce que l'espace n'est pas une fin en soi. L'espace vient pour optimiser le processus de prise de décision, tout en fournissant des données, des informations, des infrastructures, mais pour répondre à quoi? Pour répondre aux priorités des décideurs. Justement, lesquelles priorités peuvent être différentes selon les États, selon les pays? Tout à fait, parce qu'il y a des pays où, par exemple, c'est la disponibilité de l'eau qui est problème. Alors que dans d'autres pays, la qualité de l'eau. Dans des pays, c'est les terres humides. Dans des pays, c'est la sécheresse. Dans d'autres pays, c'est la technologie qu'ils ont envie de mettre en avant. Tout à fait. Et voyez-vous, donc dépendamment des priorités, si vous allez dans un pays qui est intéressé à la disponibilité de l'eau, vous êtes sûr que si vous investissez dans le spatial pour répondre à leurs priorités, vous êtes sûr d'avoir un résultat. Mais si vous allez dans ce pays que vous proposez quelque chose qui n'a rien à voir avec leurs priorités, vous vous rendez compte que vous êtes à côté de la plaque. Le MAS veut donc se présenter comme une plateforme de synergie. Tout à fait, une plateforme de synergie et une plateforme qui propose à tout le monde. C'est un marché, c'est une foire. Vous y allez, vous regardez, vous présentez vos besoins, vous regardez ce qui répond à votre besoin, même les compagnies entre elles. Écoutez, la synergie, nous l'avons faite dans ce MAS-là. Nous avons, par exemple, eu une tribune de B2B, business to business, entre 20 compagnies.
10 africaines, 10 européennes. 10 compagnies financées par l'Agence spatiale africaine, 10 financées par l'Agence spatiale européenne. Pendant 3 jours, ces compagnies se sont rencontrées. Et il y a des potentialités très intéressantes. Synergie entre les start-up de Côte d'Ivoire, les start-up du Maroc et des compagnies venant de l'Occident et même d'ici. Donc, collaboration nord-sud, mais sud-sud. Tout à fait, collaboration nord-sud, sud-sud. Et nous privilégions la collaboration sud-sud, c'est clair, mais à un moment donné, il faut apprendre. C'est ça. Et nous sommes relativement nouveaux dans le domaine spatial. C'est ça. Donc nous devons apprendre avec ceux qui sont aguerris et avec le temps, je n'aime pas le terme transfert de technologie, mais plutôt transfert de savoir. Et créer la masse critique du capital humain, c'est l'objectif principal. Et quel rôle alors joue l'agence que vous présidez dans l'accompagnement des États membres? Alors, l'Agence spatiale africaine, voilà, dans le mandat que nous avons, nous accompagnons les États, parce qu'il y a 3 types de pays en Afrique dans le domaine spatial. Il y a ceux qui sont les pionniers, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria. Et il y a les nouveaux venus, le Gabon, l'Éthiopie, etc. Et puis, il y a un 3e groupe qui est constitué de pays qui n'ont ni agence spatiale, ni politique spatiale. Et c'est le groupe auquel appartient la Côte d'Ivoire. Tout à fait, mais nous avons eu une annonce du ministre de l'Enseignement. Une belle annonce alors. Une très belle annonce qui nous dit que bientôt on aura notre agence spatiale en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que le gouvernement y travaille, nous sommes très heureux. Mais pour répondre à votre question, nous accompagnons ces 3 types de pays parce que l'objectif des États membres, des chefs d'État et de gouvernement, c'est que tous les citoyens africains doivent avoir accès aux services et produits spatiaux. Donc nous les accompagnons au niveau gouvernance, nous les accompagnons au niveau politique et stratégie, nous les accompagnons au niveau réglementaire, comment créer, et nous les accompagnons au niveau formation, parce que nous organisons sur le plan continental des formations pour des formateurs. Docteur Ouattara, en quoi les technologies, en quoi les satellites de communication peuvent transformer la gouvernance dans nos États et même la gestion des crises? Voyez-vous, tout gouverneur ou tout décideur vous dira ce qui est difficile dans la prise de décision, c'est les données et les informations. Et si on considère la gouvernance comme un processus dans lequel on a besoin de données et d'informations, l'espace apporte 4 choses. Des données beaucoup plus précises, des données qui sont répétées régulièrement à la journée longue, des données qui viennent soit au niveau local, au niveau national, au niveau régional. Voyez-vous, lorsque vous avez ce type de données en main, en tant que décideur, vous pouvez même développer des scénarios décisionnels. Si on fait ça, dans 5 ans, voilà ce que ça va donner. Si on fait ça, voici ce qui sera l'impact. Donc, l'espace permet cette modélisation. Les crises, il y a avant-crise, pendant-crise et après-crise. Avant-crise, si nous parlons de crise d'inondation ou de crise ou de conflit, la crise d'inondation, les services météo, ce n'est que des satellites qui fournissent les 80% des données. Pour dire, il va pleuvoir 100 mm. Deuxièmement, pendant l'inondation, c'est grâce aux satellites, parce que les infrastructures au sol sont détruites. On ne peut même pas avoir accès. C'est grâce aux satellites qu'on a l'ampleur. Et après la crise, c'est grâce aux satellites aussi qu'on peut circonscrire les dégâts. Et les conflits? On va y aller rapidement. Il nous reste 1 minute. Les conflits ne sont rien d'autre, parce qu'il y a 2 types de conflits. Il y a les conflits classiques. Les conflits classiques, les ministères de défense et de sécurité vous diront que grâce aux satellites, grâce à l'espace, la perte en vie humaine des troupes est minimisée. Complètement, parce que, 1, on sait où se trouve l'ennemi, 2, on sait quel chemin prendre pour contourner. Et si tous les adversaires d'un conflit utilisent la même technologie, finalement, tous les ennemis de part et d'autre seront repérés. Justement, tout le monde n'a pas la capacité. C'est pour cela qu'il faut se prêter à ce jeu. D'accord. Docteur Ouattara, la jeunesse représente 60% de la population africaine. Alors, comment le MAS prépare-t-il la relève sur le plan technique? Je vous ai parlé de 12 000 visiteurs. Parmi ces 12 000, nous avons eu à peu près 6 000. Jeunes. Grâce au ministre de l'Enseignement supérieur. 6 000 jeunes. 6 000 jeunes, 2 000 par jour qui étaient transportés.
encadré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son Excellence, professeur Adama Diawara, qui est aussi du domaine de l'espace, puisqu'il est expert en sciences atmosphériques, a compris. Et ça s'aligne avec ce que le MAS fait. Deuxièmement, nous avons eu à visiter le lycée d'excellence Alassane Dramane Ouattara de Bassam, le lycée Sainte-Marie, les ATIC, qui est l'école de technologie. Et vous avez vu en ces jeunes-là, ces étudiants, ces élèves-là qui rêvent de... Ah justement, l'envie est énorme, ils ont une volonté de vaincre et je pense qu'ils sont affamés du spatial et ça promet. J'ai tellement de questions pour vous, notamment les principaux défis à l'essor de l'économie spatiale africaine. Vous avez 10 secondes pour nous le dire. Non, il est clair pour moi que les défis ne sont rien d'autre que la gouvernance. Dans chaque pays africain, c'est disparate. Les États financent, mais c'est des institutions qui ne se parlent pas. Et c'est dans tous les pays africains. Il y a aussi les défis politiques. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de politique nationale. Ce qui fait que le partage des données, deux fois les mêmes données sont produites à même les mêmes ressources du gouvernement. Merci. Merci bien. Merci, M. Ouattara. Docteur Tidiane Ouattara, vous nous avez rappelé avec conviction donc que l'Afrique ne doit plus se contenter de suivre, mais bien d'initier, de diriger et d'oser. Le MAS 2025 est donc une vision, une ambition, un appel à l'audace. Merci, merci encore et bon dimanche à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, avec la même passion.